Bonjour et bienvenue dans cette saison hors série d'amis, le podcast où le calvaire d'Anaïs prend enfin fin. Salut, moi c'est Anaïs et l'autre jour je me suis fait attaquer par une abeille alors que j'étais avec un mec et il a pas fait de crise de panique. J'étais un peu déçue. T'étais vexée même ? Ouais, je lui ai dit c'est juste une abeille. Il m'a pas rappelé. Et moi c'est Marie et je n'ai vu ni mec ni abeille. Avant de parler de Bridgerton et de se lancer dans cette aventure, on voulait vous faire une petite annonce. On sera le 30 septembre à la médiathèque Marguerite Duras dans le 20e à Paris pour regarder Sex Intention, le meilleur film des années 90. On va le regarder en direct, en public, et ensuite on enregistrera le podcast sur le film en public aussi, et après il y aura une petite séance de questions-réponses. C'est ouvert à tout le monde. On va mettre toutes les infos sur les réseaux de Slate et nos réseaux personnels à nous dans les jours qui vont venir, donc n'hésitez pas à venir si vous êtes dans le coin, ça nous ferait très plaisir de vous voir. On a pris un petit break dans le visionnage de Bridgerton. Ça ne s'est pas entendu dans ce podcast grâce à la magie de la diffusion en différé. Mais ça fait quelques semaines qu'on n'avait pas vu Bridgerton, en fait. Aux joies. Aux joies, mais en même temps, je pense que ça a un peu posé problème parce qu'on n'était plus trop dans l'ambiance. Mais bon, on va en reparler. Ça, c'est la théorie du complot de Marie. Oui, c'est peut-être juste parce que c'est nul. Mais en tout cas, avant de revoir les épisodes, on a fait un petit point pour voir ce dont tu te souvenais ou pas. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas regardé Bridgerton parce que tu es partie en vacances. Quelle douceur. Les vacances ou ne pas regarder Bridgerton ? Les deux. C'est lié, hein. Tu te souviens de quoi ? Alors, attends. Ah oui, ils se sont embrassés. Anthony et Kate se sont embrassés. Edwina, elle boude. Enfin, le mariage a été annulé, quoi. Voilà. Elle boude, du coup. Et... le cousin Choukinou, il a de la tension sexuelle avec Madame Featherington. Ah, ça, t'as pas oublié, hein. Non, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et voilà. Ok, bon, on va regarder. T'as hâte de reprendre ces 2 derniers épisodes ? J'ai hâte que ça soit fini. Donc, cette semaine, on a regardé les 2 derniers épisodes de la saison 2. Et je dois dire que c'est vraiment pas le haut du panier en matière de Bridgerton. Ah, ça, c'est sûr. Qui n'est déjà pas le haut du panier en matière de série. Donc, c'est vrai que c'était un peu difficile. Bon, ok, inintéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme ? Ça pulse, hein, vraiment. J'avoue que cet épisode, c'est pas le meilleur. C'est anti-captivant, quoi. T'as l'air tellement blasé. Mais c'est vraiment nul. Oh là là, mais vraiment... ça m'intéresse pas du tout. Please make it stop. Oh, ça va. Franchement, cet épisode, il est mieux que le précédent. Oui. Pas très captivant, quoi. Je savais pas qu'on pouvait entendre la souffrance physique de cette manière, mais... On peut. Et même moi, pourtant, on m'entend en train d'essayer de relativiser un peu, parce que je pense que le dernier épisode de la saison est meilleur que l'avant-dernier. Mhm. Mais même moi, c'était compliqué. J'avais du mal à me concentrer et je crois que j'étais un peu énervée pendant le visionnage. C'est compliqué de t'avoir à côté. Pourquoi ? Mais ça, tu fais du bruit, j'ai du mal à me concentrer, en fait. Je comprends pourquoi t'aimes ces séries, c'est parce que tu les regardes pas, en fait. Mais Anaïs, ça fait 8 fois que je l'ai vu cette série, donc j'ai le droit de regarder mon portable un petit peu, tu m'excuses. Et c'est vrai que quand je la revois, je passe tous les passages, en fait, qui sont chiants. Enfin, je l'ai jamais revu en entier, voilà. Non, parce qu'il faut expliquer que quand on regarde cette série, Marie est devant moi, physiquement. Donc, je vois l'écran de son portable. Devant toi. Enfin, je me mets pas entre elle et la télé. Quasiment. Non, je suis assise par terre alors que t'es sur le canapé. Voilà. Et donc, là, elle avait un éventail qu'elle arrêtait pas d'ouvrir et de fermer. Quand j'ai demandé d'arrêter, elle a dit, mais il fait chaud. Et je dis, mais tu t'en sers pas, tu fais que l'ouvrir et le fermer. Tu bouges tes pieds, enfin, t'as des tensions dans les pieds, tu regardes ton portable toutes les 5 minutes, t'envoies des textos. Donc, en fait, déjà que j'écoute pas et que j'ai du mal à me concentrer, là, vraiment, c'est compliqué. D'habitude, je fais attention sur le portable et j'envoie pas de textos pendant les visionnages, mais c'est vrai que là, j'en pouvais plus. J'avais vraiment pas envie de regarder ces épisodes. Ouais, moi non plus. Je sais que c'est
moi qui te les j'étais inflige. forcée, voilà. Donc, en fait, c'est hyper relou parce que moi, je suis obligée de faire un effort pendant que toi, tu peux te détendre, quoi. C'est injuste. Mais en même temps, c'est parce que moi, j'ai revu cette saison pour préparer ce podcast avant. Bon, Ouais, c'est mais vrai. ça, tu peux t'en prendre que toi-même. C'était ton idée. C'est vrai. Bon, il y a quand même eu 1 ou 2 moments dans ces épisodes qui ont trouvé grâce à nos yeux. C'est con. C'est tellement con. C'est con, mais c'est fun. Oui, c'est fun. Cette scène unique était fun. Donc, je le dis dans un des extraits, je l'avais déjà précisé. En vrai, quand j'ai revu cette saison, ce que je fais, c'est que je fais avance rapide sur Netflix pour trouver les scènes qui m'intéressent. Et c'est marrant parce que dans ces épisodes, les seules scènes qui m'intéressent, c'est celle-là, justement. C'est celle où, en fait, Edwina, Sharma, les voit interagir, voit Kate Anthony interagir et dit aux autres, mais c'est pas possible, j'étais vraiment si aveugle que ça pour pas remarquer la tension sexuelle entre eux, quoi. En gros, c'est ce qu'elle dit. Elle dit pas tension sexuelle parce qu'on est au 19e siècle. Mais j'aime bien cette scène. C'est une des rares scènes que je revois de ces épisodes. Oui, c'est pas mal. De là à la revoir, je sais non, pas. n'exagérons rien. Est-ce que c'était vraiment si nul, ces 2 épisodes, Anaïs? Oui. Il y a vraiment aucun débat. Pourquoi c'était si nul? C'était juste extrêmement long et chiant, mal écrit, pas particulièrement bien incarné, mal monté, mal réalisé. Enfin, vraiment, c'était juste nul, quoi. Anaïs a un regard ébahi alors qu'elle est en train de dire ça, comme si elle n'en croyait pas ses propres yeux. Bah vraiment, c'est difficile à croire. Enfin, en fait, quand un truc a eu un tel succès et a suscité vraiment un engouement très fort et a été bingé, moi, c'est vraiment ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que il y a des moments que j'ai trouvé fun et dans la saison 2, on en a parlé dans les épisodes précédents, franchement, il y avait des trucs cool, mais je trouve ça tellement long et chiant que jamais j'aurais pu m'infliger ça si tu m'avais pas forcé Orange Mécanique style à le regarder, quoi. T'as pas vu Orange Mécanique? Non. Pour ceux qui n'ont pas vu Orange Mécanique, il y a... On lui scotche les yeux, c'est ça? Voilà, on lui accroche les yeux avec une machine et il peut pas les fermer et on le force à regarder des images et c'est un peu ce que j'ai eu l'impression de vivre. Bah désolée. Est-ce que tu peux nous résumer ces 2 épisodes en 30 secondes? Kate tombe dans le coma, ensuite Kate et Anthony couchent ensemble et ils finissent ensemble. Ah non, attends, elle tombe dans le coma après qu'ils couchent ensemble. Ah oui, bon. Ils couchent pas ensemble quand elle est dans le coma. Oui, ça c'est dans Kill Bill, non? Kate tombe dans le coma. Kate et Anthony couchent ensemble. Pénélope... Non. Encore une fois. Kate et Anthony couchent ensemble. Kate tombe dans le coma. Pourquoi c'est si compliqué? Pénélope, comment elle s'appelle? On fait une décompression totale. C'est clair. Putain, si seulement on pouvait autant se marrer devant ces épisodes, quoi, parce que c'est vraiment mais d'une chianteur. Héloïse découvre que Pénélope, c'est Lady Whistledown. Du coup, elles s'engueulent, elles sont pas contentes. Et le cousin Choukinou, il essaye d'arnaquer tout le monde, mais à la dernière minute, il y a Lady Featherington qui lui dit « Non, 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 moi, tu vas pas m'arnaquer », et elle le fait repartir en Amérique. Et c'est tout. J'ai rien raté. Bah quand même, Kate se réveille de son coma à un moment et ils se mettent ensemble. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu la fin. Ouais, c'est ça. Tout ça en 2h20. C'est vrai que ces épisodes sont très, très, très longs. Même en tant qu'amatrice du genre, qui pardonne énormément à cette série, j'en pouvais plus. Ah ouais, non, là, c'était vraiment une torture intense. Tout ça, vraiment, c'est inutile. Genre, ils pouvaient couper cette scène, on pouvait passer à celle d'après. Je peux te parler maintenant que cette scène-là n'aura servi à rien dans l'intrigue. Je me souviens même plus ce qui vient de se passer. It is maddening how much you consume my very being. Elle n'en peut plus. On a déjà vu cette scène, en fait. Genre, elle a déjà eu lieu. C'est quoi le problème, encore? C'est vrai qu'il y a un côté très très répétitif dans ces épisodes parce qu'on sent en fait qu'ils essaient de... Je pense qu'ils ont eu un deal de 8 épisodes d'1 heure avec Netflix et qu'ils essaient de remplir le plus possible, mais ça sent vraiment le remplissage. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment, il y a une scène où Grégory, donc le cadet des Bridgerton qu'on voit jamais et on n'a pas envie de le voir, il a 8 ans. Quoi. On connaissait même pas son prénom jusqu'à cette scène. Hein. Enfin, personnellement. Voilà. Vient parler, il y a vraiment une scène sur ça, hein. Il vient parler de ses problèmes de latin avec son tuteur de latin
à Anthony. Ouais. Et c'est censé nous montrer quelque chose de la personnalité d'Anthony, mais ça nous montre rien du tout, ça ne sert à rien. Mais on a une scène sur ça. Là, vraiment, on a atteint le fond du fond, quoi. Et j'ai mangé de la soupe à midi. Non, mais les histoires de Grégory, là, ça peut pas, quoi. Il y en a putain. déjà assez à gérer. C'est clair. Si tu rajoutes le dernier qui a des problèmes de latin. On a aussi quand même toute une intrigue secondaire sur Béné qui est triste parce qu'il a été pistonné pour rentrer aux Beaux-Arts. Ouais. Et il s'engueule plusieurs fois avec Anthony à ce sujet et on a un peu des scènes d'introspection avec lui. Ouais, Alors c'est qu'on un aurait épo pu, baby. Ouais, on aurait pu totalement s'en passer, quoi. Mais il y a aussi une scène que toi, t'as bien aimée, mais moi, j'en pouvais plus. Vraiment, il y a un moment où ils se mettent à danser la farandole. C'était trop fun. Ouais, non. J'aime pas pour des gens joyeux. Bah, ça, franchement, c'est mieux que tout ce qu'on a vu pour l'instant. Bah ouais. Bah, la musique est bien, ils dansent, ils s'amusent. Je préfère ça que quand ils parlent. Tu m'aurais mis, franchement, 45 minutes de ça, j'aurais trouvé ça plus captivant Ah bah oui, que les dialogues. je pense qu'au bout d'un insipides. moment, ce serait hypnotisant, c'est sûr, mais vraiment... C'est ça, ça s'appelle Suspiria, en fait. Oui, c'est ça, j'allais dire, mais c'est tellement cucu, quoi, j'en pouvais plus. Et puis, vraiment, le côté, on est en train de faire une farandole et de se regarder, c'est enfin comme ça qu'on arrive à se pardonner les uns les autres. Non, mais non, quoi. Oui, mais c'est comme ça qu'ils dansaient à l'époque. Mais non, mais pour Bridgerton, on vient pour le cul, pas pour des farandoles. Ouais, mais bon, quel cul, hein. Oui, non, mais j'avoue. Enfin, franchement, moi, je préfère les farandoles. On va quand même parler des intrigues qui comptent, entre guillemets. Voilà. Merci d'avoir ajouté les guillemets, j'allais le faire. La première, c'est l'intrigue principale. Kate et Anthony. Qu'Anthony. Exactement. Voilà. Ou en Tate. Le premier épisode de ces 2 épisodes, donc l'avant-dernier épisode de la saison 2, il le passe à se renifler. C'est horrible. En gros, il le passe à devoir se côtoyer tout en ne devant pas montrer les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, parce qu'ils essaient de réparer les dégâts en fait du mariage qui vient d'avoir lieu, de ne pas avoir lieu au final. Et en fait, alors qu'ils doivent se retenir de montrer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, Anthony se retrouve tout le temps à la renifler, parce qu'il est enivré par son parfum. En fait, le truc, c'est que si c'était ce que tu viens de décrire, ça fonctionnerait très bien. Le côté, ils sont obligés de se côtoyer alors qu'ils doivent faire semblant de réprimer leur passion, etc. Mais en fait, là, on dirait Hannibal Lecter, quand il est en train d'expliquer à Clarisse qu'il veut manger un être humain avec un petit verre de rouge, et qui fait... comme ça. C'est exactement pareil. Et c'est hyper perturbant. Et à un moment, elle est en train de marcher à côté de lui, mais assez loin, hein. C'est-à-dire qu'elle marche à côté de lui comme quand tu croises quelqu'un dans la rue, quoi. Et il ferme les yeux et il inspire en grand comme ça. Et ça m'a vraiment perturbée. On dirait un peu Edward dans Twilight. Ah, mais c'est ridicule. N'importe quoi. Elle avait utilisé quoi comme gel douche? Parce que, putain, il a l'air puissant. Oh, mais non, mais arrête de la renifler, putain. T'es un chien ou t'es un mec, quoi? Bah, elle est enivrante. Ah non, d'accord, mais tu renifles pas les gens comme ça. Un peu de discrétion, quoi. D'ailleurs, en parlant de discrétion, l'une des sources de tension de l'épisode, c'est qu'ils doivent masquer leur attirance l'un pour l'autre. Et ça, t'y croyais pas trop. Bah non. Non, mais ça va, depuis la nuit des temps, des gens ont fait semblant de pas être attirés l'un par l'autre. Hein. C'est pas si compliqué que ça, quoi. T'as pas compris, c'est irrésistible. Ouais, c'est ça. Ouais, genre, sinon, les histoires de tromperie et de crush au bureau n'existeraient pas, en fait. Enfin, souvent, tu vois quand même. Ouais, je sais pas, parfois, t'apprends 6 mois après que il se passe des trucs dans ton dos, t'étais pas au courant, et tu dis « Ah bah putain, je l'aurais jamais deviné ». Donc on a tout un épisode où ils se reniflent, ils culpabilisent beaucoup, où ils disent c'est pas possible, on n'aurait pas dû faire ça, on n'aurait jamais dû s'embrasser parce qu'ils sont embrassés à la fin de l'épisode précédent. C'est mal, c'est mal, c'est mal. Et toi, tu trouves pas ça si mal que ça? Bah, disons que parfois, se dire « Ouh, j'ai fait quelque chose de mal », ça peut être... Ça va être très bien. Dans le bon contexte, ça peut être un kink. Ouais, mais c'était cool quand même. Oh oui, on devrait avoir honte. Ce qui est ridicule aussi, c'est que plus personne veut leur parler parce que le mariage a été annulé et eux, ils expliquent à tout le monde que ça a été une rupture mutuelle et que donc c'est pas du tout un scandale, il n'y a pas de choses secrètes ou quoi. Mais ils vont se balader dans un parc. Et c'est pas personne veut leur juste parler. Kate et Anthony, c'est vraiment toute leur famille, c'est-à-dire tous les Bridgerton Ouais. et tous les Sharma. Ouais, donc c'est vraiment la honte. Mais bon, nous, on était là, ça va, remettez-vous. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu surjoué quand même, quoi.
Tout ça, ça culmine à la fin de l'avant-dernier épisode, dans une énième... après qu'ils aient fait la farandole, voilà. Ils se retrouvent sous un kiosque qui, à mon avis... Enfin, c'est pas que mon avis, mais c'est un énorme clin d'œil, évidemment, à Orgueil et Préjugés. Ah oui. Mais ils se retrouvent là et ils se font une énième déclaration d'amour. Vraiment, ça fonctionnerait si s'était pas fait ça 40 fois dans les épisodes précédents. C'est-à-dire qu'il lui redit que c'est pas possible, il pense tout le temps à elle et qu'il a envie de la bouffer, quoi. Mais en fait, c'est le même mécanisme, les mêmes ressorts psychologiques sur lesquels ils jouent, c'est-à-dire qu'ils font semblant qu'ils sont tous les deux énervés l'un de l'autre par l'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et donc, à s'engueuler, à dire « Mais tu comprends pas, genre, je t'aime tellement !» Et c'est effectivement déjà ce qu'on avait vu dans Orgueil et Préjugés, et c'est déjà ce qu'on a vu dans une scène précédente qui était très réussie dans la saison 2 de Bridgerton où ils s'engueulent. On l'a pas vu dans Orgueil et Préjugés, pour le coup. C'est pas un peu ça, le truc où ils sont sous la pluie ? Non, il lui fait la déclaration d'amour et elle l'envoie péter, parce qu'elle est pas amoureuse de lui du tout et qu'elle a trouvé hyper arrogant. Oui, mais il lui dit « J'en ai trop marre, c'est trop la honte, genre je suis amoureux de toi alors que t'es une souillon et j'aimerais vraiment pas, mais bon, voilà. » Oui, ça c'est vrai. Voilà. D'accord, dans ce sens-là, oui. Voilà, et donc là, c'est un peu le même truc Et donc là, c'est encore le même procédé où ils se disent mutuellement, en gros, je supporte pas le fait que je sois attirée par toi parce que Burke, Et donc, quand on l'a déjà vu, c'est un peu pénible, on a compris. Et comme eux-mêmes se sont déjà fait une déclaration et se sont déjà embrassés, on aimerait bien qu'ils passent à autre chose dans la manière de se déclarer leurs sentiments. What are you doing out here? Bah, à ton avis... Oh, on a compris, vous êtes pareil, allez. J'en peux plus. Please go inside. Tous les choix sont mauvais. De l'écriture à l'interprétation, il n'y a rien qui va, quoi. Oh, ça va. L'interprétation, ça va quand même. Lui, ça va. Elle, non. Ah bah, il n'en peut plus, hein. C'est ça. Il est en rut. Bah, c'est nul, moi ça m'excite pas du tout. Enfin, Bah, moi non plus, ça m'excite pas, mais c'est un homme. Non, mais non. Elle, je la trouve... En fait, c'est marrant parce que je la trouve très bien dans plein de scènes de cette saison. Et je trouve qu'elle est hyper charismatique et très très belle et que c'est un bien meilleur lead féminin que dans la saison 1 avec Daphné. Mais dans les scènes justement d'énervement où elle lui dit qu'elle est énervée d'être attirée par lui, ça fonctionne pas du tout. Elle est vraiment pas bonne du tout, je trouve. Et lui, le côté... ouais, je grogne et je suis un ours, en fait. Ouais, bon, moi je le trouve tellement beau que... C'est vrai qu'à force de revoir, en le revoyant avec toi, je suis là, oui, bon, c'est ridicule, certes. Et si un homme me faisait ça en face, je serais là, qu'est-ce que tu fais ? Ah, exactement. Pourquoi tu fais ça ? Mais vu que je le trouve hyper charmant et tout ça, ça me dérange moins. Je pense que c'est un bon acteur, lui. Donc, moi aussi, et vraiment, je le trouve très bon, sauf dans ces scènes-là, les scènes où il la renifle. Je l'avais déjà dit dans la saison 1, les scènes où il fixait un peu la chanteuse d'opéra. Enfin, je trouve que il surjoue énormément l'attirance, alors que justement, enfin, ce qui est émoustillant et ce qu'on aime beaucoup dans ce genre de récit, c'est les petits moments. Voilà, et c'est le fait qu'on arrive à déceler quelque chose que lui-même essaye de masquer, mais qu'il n'arrive pas à masquer. Et là, en fait, c'est tellement ouvert dans la manière dont il l'exprime que pour moi, ça en devient un petit peu trop. Oui, non, t'as raison. Quand il la renifle, par exemple. Ouais, par exemple. Et donc après, juste après ce moment, ils couchent ensemble, enfin. Et cette scène de sexe était très mal exécutée. Je comprenais pas ce qui se passait parce qu'en fait, Marie était là, c'est des ellipses narratives. J'étais là, ouais, non, c'est juste hyper mal monté. C'est-à-dire qu'un coup, il a sa main dans ses cheveux et le coup d'après, genre, il est à genoux. Et ça pourrait être un truc à la Requiem for a Dream, tu vois. Mais non, c'est juste, c'est mal monté, c'est mal écrit, il y a rien qui va. Par contre, elle a une très jolie lingerie. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, cette scène, après, elle s'enfuit et elle se remémore la scène. Et pour moi, c'est les moments où elle se remémore où la scène de sexe fonctionne mieux que la scène de sexe elle-même. C'est-à-dire que les moments où elle se remémore par flash des moments de la scène, et là, il y a des moments où t'es là, ah, franchement, c'est pas mal. Elle se remémore même des choses qui ne se sont pas produites, ce que l'on fait toutes après. En tout cas, qui ne se sont pas produites, nous, pendant de ce qu'on a vu de la scène, mais on comprend qu'elles se sont produites quand même, quoi. Du coup, c'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire que la scène de sexe en elle-même est vraiment pas top, et après, tu vois qu'il y avait quand même un potentiel pour la rendre un peu meilleure, quoi. Mais qu'ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Après cette scène de sexe, elle est un peu perturbée. Et oui, tout ça parce que tu lui as fait le meilleur cuni de sa life. Bah, en même temps, on en a eu qu'un seul pour l'instant. Bah justement, c'était le meilleur. Par définition. Et qu'est-ce qui se passe parce qu'elle a reçu le meilleur cuni de sa life ?
Un jour où il pleut des cordes, elle décide de... Enfin, c'est le même jour, en fait. Hein. C'est pas 3 jours plus tard. Bon, après la scène de sexe, en tout cas. Oui, voilà. Elle décide de bafouer toutes les règles de sécurité routière et de prendre son cheval alors qu'il pleut des cordes et de rouler très très vite. Sans mettre les essuie-glaces. Et du coup, lui, il lui court après en cheval, ce qui rappelle le moment de leur rencontre. Alors, le cheval, il roule et il court. On a compris. Et évidemment, elle a un accident de cheval et elle se fracasse la tête. Et après, elle tombe dans le coma. Elle va se blesser. Eh oui, voilà. Il y en a qui sont morts comme ça. Ce serait trop drôle. Si je mourais. Épisode 8, elle est morte. Bon voilà. Je me surprends souvent à souhaiter la mort des personnages de cette série quand même. Je me rends compte que... On va un peu résumer très vite ce qui se passe après. Elle est dans le coma, il la ramène en fait chez elle, et après qu'il est ramené pendant qu'elle est dans le coma, il n'ose pas venir la voir parce qu'il a trop peur de ses sentiments, du fait qu'elle est dans le coma, tout ça. Elle finit par se réveiller, il pleure quand il apprend qu'elle s'est réveillée de soulagement, il va la voir, il la demande en mariage, elle envoie péter parce qu'elle pense qu'il fait ça par devoir parce qu'il lui a fait le meilleur cuni de sa life. Tout ça, ça se résout dans un bal. Évidemment. Voilà, comme toujours, qui est organisé par Lady Featherington, qui d'un coup est un retour en grâce et qui fait qu'elle organise ce bal. Et durant ce bal, ce qui se passe, qui est très important, plus que l'intrigue, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une version instrumentale de Wrecking Ball de Miley Cyrus. Ouais. Mais la version la plus importante, c'était vraiment celle d'Anaïs. Anaïs version. On va l'entendre. Oui, oui, comme une boule de chantier. I will always want you. Me détruire. Wreck me. Yeah, you wreck me. Quoi? J'aime bien. Je pleure. Aussi. Heureusement que c'est fini parce que je crois vraiment. Dans quelques épisodes, ma dignité n'a cessé d'être attaquée par moi-même. Voilà, J'ai mal au dos. Oh, putain. Qu'est-ce qui se passe pendant cette scène? Raconte-moi. Mais je sais pas. Ils dansent, j'imagine. Ce qui se passe pendant cette scène, c'est que ils dansent ensemble alors qu'ils sont pas censés danser ensemble parce qu'ils se disent tout le monde va comprendre, tout le monde va comprendre que c'est pour ça qu'on a annulé le mariage, oui. quoi. Ah oui. Et du coup, ils se mettent à danser ensemble. Tout le monde comprend parce que l'alchimie est évidente. Voilà. Ils se mettent à danser ensemble parce qu'elle lui dit non mais c'est bon, allez, dansons ensemble, on s'en fout. Puis je me suis blessé la tête, on va dire que c'est parce que tu m'aides, voilà. Et la reine qui est présente les trouve choupis. Sûrement. Oui. Aime bien le fait qu'ils aient une bonne alchimie. Et du coup, quand il y en a qui commencent à raconter des ragots, la reine prend leur défense en disant c'est quoi le problème? Le mariage a été annulé parce que j'ai décidé que je ne voulais plus qu'il se passe. Et donc, en fait, elle rétablit la réputation des Sharma et des Bridgerton. Et la sienne aussi, puisqu'elle avait peur d'avoir perdu un peu en... Son assise, ouais. Alors que c'est la reine, hein, on a envie de dire, meuf, t'as une assise, ça s'appelle un trône. C'est vrai. C'est vrai qu'elle va pas la perdre à cause d'un mariage, c'est complètement con. Mais donc tout ça c'est réglé et ça veut aussi dire qu'ils peuvent enfin être ensemble. Et c'est vrai que c'est assez simple. En fait. Tu te dis putain, tous ces problèmes pour au final que la reine dise ah bah non moi j'ai décidé que c'était comme ça et du coup c'est comme ça. Ouais, c'est ce que tu t'es dit d'ailleurs. Then why is no one else dancing? Putain, c'était si simple que ça. On s'est tapé 59 minutes de blablabla pour rien là. Ah bah voilà. T'es pas obligé de faire toute une longue phrase pour me dire. C'est clair. Tu pouvais juste dire je t'aime aussi mec. Alors ça, pour resituer, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, ils se suivent l'un l'autre dans le jardin. Il y a un autre moment où ils sont là, non, non, oui, non. Enfin bon, bref. Ouais, sur un sup. Exactement. Et là, il lui fait une déclaration, il lui dit qu'il l'aime.
Et il est très clair. Je t'aime, quoi. Vraiment. Il n'y a pas de doute. Comme Lara Fabian. Exactement. Comme un fou, comme un soldat. Exactement. Comme une star de cinéma. Et elle lui dit aussi qu'elle l'aime, mais la façon dont elle dit, c'est le problème de l'écriture de cette série, en fait, c'est que parfois, le plus simple, c'est le mieux. Souvent, le plus simple, c'est le mieux. Et là, en fait, c'est vraiment pas le plus simple. C'est-à-dire qu'elle choisit de lui dire un truc du genre « Je ne vois pas quel mot je puis choisir autre que je t'aime aussi ». Et t'es là, juste dis « Je t'aime aussi ». Alors, en fait, c'est clair. Si tu vois pas quel autre mot tu peux choisir. C'est clair. C'est vraiment un aveu de faiblesse méta de la part des scénaristes, quoi. C'est vraiment, on n'a pas trouvé mieux. Donc, on va écrire qu'on n'a pas trouvé mieux. C'est ça. Et donc, après tout ça, ils finissent par se marier, évidemment, et vivre heureux, et pas faire beaucoup d'enfants, mais ils ont un chien. Ils ont déjà le chien qu'elle avait avant. Ah oui, c'est ça. C'est son chien, elle, qui s'appelle Newton, voilà. À la fin, ils sont en train de jouer tous ensemble et ils se font des espèces de blagues, mais le truc insupportable quand toi, tu vois les autres couples dans la rue et que t'es là, mais faites pas ça devant nous, en fait. On n'a vraiment pas envie d'assister à vos niaiseries, là. C'est comme les couples qui disent non, c'est toi qui raccroche, non, c'est toi qui raccroche, non, c'est toi qui raccroche. Là, sauf que c'est ton chien, mais c'est ton chien aussi, c'était le chien avant. Enfin bon, bref, voilà. Ouais, ça, c'est encore pire, en fait. Parce qu'à la rigueur, c'est toi qui raccroche, c'est mignon, tu vois. Mais genre, ça, c'est vraiment comme tout. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un mélange entre des aliens et une intelligence artificielle qui essaye de comprendre comment ce genre de truc fonctionne dans la vraie vie et qui en fait une espèce d'imitation pourrave qui correspond à rien de vraiment tangible. Gênant. Ouais, vraiment le genre de conversation débile que t'as quand t'es amoureux, quoi. C'est plutôt bon de faire. Ah non, c'est mon chien. Ah non, c'est ton chien. Mais on l'a tous fait, hein. Mais quand c'est pas toi qui es en train de le faire, en fait, c'est acceptable que quand c'est toi qui es en train de le faire. Évidemment. Mais surtout, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'il se roule des pelles devant toute sa famille à lui, en fait. Ça, je trouve ça un peu gênant. Ouais, alors que moi, vraiment, c'était la conversation sur le chien. Je sais, moi, c'était vraiment le fait qu'ils sont en train de se rouler des galoches. Tu as quand même eu une conclusion sur leur histoire d'amour qui était pas mal. Ah, on aime bien la fin, là. Oui, c'est mieux que l'autre Truduc avec l'autre connu. C'est qui la première saison? Ouais. On va passer aux autres intrigues. Rapidement. Hein. Les Featherington, qu'est-ce qui se passe de leur côté? Vas-y, raconte. Ils continuent à flirter tous les deux et c'est un peu les méchants de la fin de la saison, quoi. Parce que lui, il est ruiné secrètement, mais il essaye de faire croire à tout le monde qu'il a des bijoux, qu'il a une mine de rubis. Voilà, une mine de rubis aux États-Unis. Et donc, il a des faux bijoux qu'il fait circuler un petit peu, qu'il fait porter aux filles de Lady Featherington en soirée pour que tout le monde dise « Oh là là, quel beau bijou, ah mais ça vient de votre mine, ah super, je vais investir ». Sauf que Colin va le prendre en scred après, mais du coup là c'est un peu, ils ont plein de manigances et ils flirtent de manière sexy méchant et moi ça m'a plu. Oui, c'est génial. J'adore. Honnêtement, j'ai adoré cette partie. Oui, c'est la meilleure partie de ces deux épisodes. Ouais, de ces deux épisodes. Et puis parce que Lady Featherington est quand même un personnage bien plus intéressant que les autres ici. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Colin est mis sur la piste par le mec qui était boxeur et maintenant qui a le salon là, qui a compris qu'en fait c'était des magouilles. Et du coup, il le dit à Colin. Au début, Colin réagit pas hyper bien. Mais au final, il suspecte aussi. Il découvre que les colliers sont en verre et il menace le mec en lui disant oui, je vais révéler tout ça. Voilà, il faut que tu dégages tout de suite ou je révèle tout ça. Et en fait, ce qui est super cool, c'est que pendant cette confrontation-là, il le révèle au cousin Choukinou, à Lady Featherington et à Penelope, en pensant que Lady Featherington et Penelope ne sont pas au courant de la magouille, alors que Lady Featherington, elle est dans le coup depuis le début. Et donc, à ce moment-là, Lady Featherington retourne sa veste, et dit « Oh là là, je suis tout à fait choquée », et elle décide de se protéger, puisqu'elle sent qu'elle peut être exposée, et elle sent qu'en plus, ça peut être un personnage assez sinistre, ce cousin, et que donc, même si elle aime la tension sexuelle qu'il y a entre les deux, elle lui dit qu'elle préfère choisir ses filles, et elle trouve le moyen de lui dire « Je vais garder tout l'argent que t'as magouillé, en fait. Je vais t'en donner juste un tout petit peu pour que tu repartes aux Amériques. Je dirai à tout le monde que t'es parti avec l'argent, donc personne ne saura que moi je l'ai gardé. » Et du coup, elle trouve une solution à tous ses problèmes. Et en plus, elle choisit ses filles plutôt que le mec. Et donc, c'est un moment qui est très badass et qui est bien écrit pour le coup. Dans l'intrigue, c'est une bonne manière, je trouve, de résoudre cette histoire. Ouais, carrément.
L'autre grosse intrigue de ces épisodes, qui est même l'intrigue majeure à côté de celle d'Anthony et Kate, c'est la révélation que Lady Whistledown et Penelope, enfin la révélation nous on le sait, mais la révélation pour Héloïse. Dans ces épisodes, en fait, il y a la reine qui la menace et qui pense que c'est elle, Lady Whistledown, et elle lui dit de collaborer avec elle, sinon elle va exposer sa famille encore plus. Et du coup, Héloïse est en panique, et Penelope, qui est au courant de ça, décide de révéler un truc horrible sur Héloïse dans le papier de Lady Whistledown pour montrer à la reine que ça peut pas être elle, en fait. Et ensuite, lors du bal final, il y a Penelope et Héloïse qui sont en train de parler. Et Penelope, à ce moment-là, a arrêté d'écrire parce qu'elle a été un peu traumatisée par le fait de devoir un peu trahir sa meilleure amie. Et elle utilise Héloïse comme public pour ses réflexions, le genre de réflexion qu'elle aurait mis normalement dans la lettre de Lady Whistledown. Et d'un coup, Héloïse, ça fait tilt. C'est-à-dire qu'elle l'entend parler, et elle se rend compte qu'elle a plein de potins sur tout le monde. Et la façon dont elle tourne ses phrases sont très Lady Whistledown, quoi. Et du coup, elle la confronte dans sa chambre. Oui. Et la confrontation est... Violente. Très violente. Très violente. For everyone, for so long. Ouais, ça va. Hein. Ouais, c'est clair. All I have had, I have given it up. I am done with it. You've all these great ambitions, these great plans, but I am the one who actually did something Oh, great. calme-toi, and you cannot calme-toi, oh là stand it, là. can you? Voilà. It happened to you. Faut distribuer des Xanax, hein. Non mais too much drama là, on s'en tape, hein. Oh, oui. C'est comme si moi, je découvrais que tu m'avais trahi pendant des mois, je suis en train de chialer aussi. Hein. C'est vrai. Ça, c'est après. C'est quand Héloïse est en train de pleurer chez elle parce qu'elles se sont disputées, quoi. Enfin, elles veulent plus parler. Ça, c'est un peu triste, mais c'est vrai que... En fait, j'aime pas les gens qui crient dans les films et les séries, ça me prend la tête. Et là, vraiment, j'étais là, vous parlez à un volume trop fort. Ouais, puis calmez-vous. Ouais, c'est vrai que c'est pas agréable. Non. C'est pas une scène agréable. Après, je comprends le sentiment de trahison d'Héloïse, quoi. Mais... Ah non, mais moi, je te le dis, hein. mais bien sûr. Mais... Si t'as un blog anonyme où t'es en train de bitcher sur tout le monde et que tu m'inclus dans tes trucs et qu'en plus t'es hyper connu et que tu me le dis pas, je le prendrais très 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 mal. Ma Marie, je crois que c'est le moment de t'avouer. C'est moi, Lady Whistledown. Ah, ok. Ouais, non, vraiment, ça m'a pas tant intéressé que ça. En fait, j'aime beaucoup Pénélope et Héloïse dans leur trajectoire Individuel. individuelle. Enfin, je trouve que c'est des personnages qui sont attachants parce qu'elles sont intelligentes et que les actrices sont assez chouettes à regarder. Mais cette intrigue-là spécifique m'intéresse pas trop, quoi. À partir du moment où il y avait plus le mystère de qui est Lady Whistledown... Je pense que c'est aussi pour établir un truc par rapport à la saison 3. C'est-à-dire que la saison 3 va être centrée sur Penelope et Colin. Et du coup, je pense que ça rajoute une tension. Si elles se parlent plus du tout et qu'elles sont en guerre totale ouverte entre Héloïse et Penelope, ça complique aussi la situation par rapport à Colin. Et surtout qu'à la fin là, de cet épisode, elle a un moment où elle danse avec Colin Penelope, donc elle est hyper contente et tout ça, et c'est avant sa confrontation avec Héloïse. Et juste après sa confrontation avec Héloïse, alors qu'elle descend dans le jardin, elle entend Colin dire à des mecs... horrible. Ouais, elle entend Colin dire à des mecs, moi, flirter avec Penelope, mais ça va pas, enfin, jamais, quoi. Ça m'a fait trop de peine. Pour le coup, ça m'a vraiment affectée. Oh non. You're courting the girl, Bridget. Oh non. Are you mad? I would never dream of courting Penelope Featherington. Not in your wildest fantasies, Spy. Oh non. Penelope. Non, mais après, évidemment, on va découvrir dans la saison 3 qu'en fait, il voulait dire « mais jamais je rêverais de la courtiser parce qu'elle est juste trop bien pour tout le monde » et qu'en fait, c'était un malentendu. Ou alors parce qu'il voulait passer pour cool devant ses potes. Mais dans tous les cas, on va découvrir qu'il est secrètement amoureux d'elle. Je sais pas honnêtement, parce qu'en fait, là, j'ai lu le livre donc sur Benedict, qui, dans la chronologie des livres Bridgerton, arrive avant celui sur Colin. Donc, il y a plein de fans qui étaient un peu vénères, qui inversent le truc. Ouais. Et dedans, il y a cette scène, en fait. Et c'est Colin qui dit ça à ses frères. Et il est surpris par Pénélope et il est hyper honteux, en fait, de voir qu'elle a entendu ça. Mais il le pense vraiment quand il le dit. C'est juste qu'il est ultra honteux d'avoir été entendu par elle et que peut-être que ça va déclencher une prise de conscience chez lui plus tard ou un truc comme ça. Mais en tout cas, à ce moment-là, il n'a pas l'air... c'est juste qu'il la considère pas du tout comme un potentiel amoureux, quoi. On verra. T'as envie de voir la suite? Non. Absolument pas. Bah, peut-être qu'on le fera pour ce podcast. Ouais. Trop bien. Bah, honnêtement, c'est les seules conditions dans lesquelles je vais regarder la suite. Ouais, je sais. Sinon, il n'y a aucun moyen.
On va faire un petit bilan. Mhm. Je voulais savoir un peu ce que tu as retenu de ce parcours, de cette petite aventure. Donc déjà, qu'est-ce que cette série t'a appris sur l'amour, Anaïs ? Que l'amour et les abeilles ne font pas bon ménage. Et que si on se disait les choses, tout serait réglé plus facilement. C'est beau ce que tu dis. Ouais, t'as vu. Et c'est une leçon vraiment, je sais, assez inédite. Et La que communication. vous n'avez jamais entendue. Voilà. On n'a jamais parlé de la communication comme facteur important dans la réussite d'un couple. Ni de l'absence de communication comme ressort narratif important dans un récit romantique. Oui. Mais d'ailleurs, tu as eu un commentaire pendant le visionnage sur ta vision de l'amour qui n'était pas forcément en accord avec celle de la série. Je sais pas, ça n'existe pas, le real true love. Do not lose her. Il n'y a que du fake moitié love. Je le pense un peu. C'est triste. Bah non, je pense pas. Je pense que... Si t'as plein de fake moitié love, tu peux avoir un truc... Bah, je pense surtout que c'est triste de penser qu'il y a qu'un real true love. Parce que du coup, ça veut dire que plein de gens vont passer à côté parce que... Oui, non, mais ça, je suis Tu vois. d'accord. Mais des fake moitié love, tu vends pas du rêve, quoi. Non, mais pour moi, toutes les plus belles histoires d'amour peuvent commencer comme des fake moitié love et vont sans doute souvent commencer comme des fake moitié Je veux love. vraiment pas que ça devienne un concept. Arrêtons d'en parler tout de suite. Qu'est-ce que ça t'a appris sur la régence ? Ça m'a appris que les outils de jardinage étaient vraiment un concept hyper important Ah à bon ? l'époque, Ah, les ouais. râteaux. Et que si tu voulais épouser quelqu'un, il suffisait de te retrouver seule dans une pièce avec cette personne et c'était réglé. Meilleure astuce, quoi. C'est clair. C'est vrai, meilleure Voilà. astuce. Ouais. Et qu'ils avaient très peur des coups aussi. Mais bon, Ah, ça, des je l'avais coups. déjà découvert dans Emma, mais c'est... Bon, un peu moins là quand même. Ouais, mais quand même, ils aiment bien l'école. Est-ce que t'as appris des choses sur le genre de la romance ? Bah, C'est pas ton genre à toi. c'est ça. Not my genre. Non, mais j'ai appris que l'exécution peut énormément varier, mais que globalement, c'est quand même toujours la même histoire. Sur les hommes Que c'est tous des râteaux. et sur moi. J'ai toujours vraiment pensé que t'avais un goût impeccable. Mais je le pense toujours. Anaïs, tu sais que je peux regarder des trucs pourris. Non, mais c'est ça. En fait, ça n'a fait que confirmer des choses que je savais déjà sur toi. C'est-à-dire que tu as un grand recul sur les choses merdiques que tu regardes, en sachant qu'elles sont merdiques. Donc, tu n'es pas du tout sous une espèce d'illusion sur le fait que Bridgerton serait bien. Je trouve la série un peu meilleure que toi. Oui. En fait, c'est vraiment fou parce que du coup, tu m'as montré quand même pas mal de romances et on en avait vu certaines ensemble aussi avant notre saison d'amis, où il y a des moments romantiques qui t'ont plus transporté que moi, mais je voyais vraiment très bien et tout. Et là, en fait, il y a eu des moments dans cette série que j'ai trouvé tellement pas bons en termes de romance. Et à chaque fois, tu me disais, ah bah moi, la première fois que je l'ai vu, ça a quand même vraiment fonctionné sur moi. Et du coup, j'ai quand même appris que t'as un standard très, très faible. Pour ce qui te fait kiffer. Mais bon, de la même manière que moi, le gore ou d'autres, tu vois, conventions du film d'horreur, j'ai pas des standards très élevés. Je reconnais quand c'est de la merde, mais il m'en faut peu pour kiffer, quoi. Oui, c'est ça. Après, honnêtement, je pense que par exemple, la première saison, pas du tout, mais la deuxième, il y a quand même des moments. Et toi aussi, t'as. Oui. Mais là, je pense à le truc avec le fusil, ou enfin, tu vois, des moments où. C'est trop bien, ça. Voilà, exactement. Où moi, j'étais là, ok, est-ce qu'on peut passer à la suite ? Et toi, tu me disais que t'avais vraiment été sensible à ces moments-là, que tu les revoyais. Ouais, je les ai revus de ouf. Voilà. Ouais, parce que c'est fun. Voilà. Non, mais c'est fun. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter et qui sont d'accord avec ça et qui se retrouveront là-dedans. Bien en fait, sûr. c'est-à-dire que c'est des moments qui sont fun et c'est ultra cliché et formulaïque. L'exécution est pas forcément parfaite, mais même le côté justement cliché et formulaïque me plaît. C'est-à-dire que je suis là, ah oui, je vois où tu veux en venir, mais vas-y, c'est génial. Voilà. C'était Amis. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate Audio ou votre plateforme de podcast préférée. On se retrouve avec un retour de PIC TV, notre autre podcast, où on va vous parler de la grève des scénaristes et des nouvelles séries et des séries cultes pour cette rentrée. Et on revient très bientôt dans Amis, avec une nouvelle saison, avec un nouveau thème, Toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite. toujours plus nul. En l'occurrence, toujours plus nul, puisque le thème va être Navet ou chef-d'œuvre.
Exactement. Donc on va se faire découvrir mutuellement des films que l'on adore respectivement, mais sur lesquels il peut y avoir un débat concernant leur qualité. Oui. Par exemple, Too Fast, Too Furious, qui est vraiment dans mon panthéon. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais est-ce que Marie sera d'accord? Je ne sais pas. Ou Ensorceleuse, un film culte à mes yeux sur la sorcellerie que je revois tous les ans, mais qui n'est pas considéré comme culte par les critiques de Rotten Tomatoes ou celles d'Allociné. Et n'oubliez pas, comme on le disait au début, on sera le 30 septembre à la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e à Paris, pour regarder Sex Intention. Salut! Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou. Bon, dès la première minute, littéralement, de ce visionnage, tu bâillais déjà. Je suis désolée, c'est physique. This author may traffic in chatter and speculation, dear reader. Parfois, c'est même devenu un peu chiant. Honnêtement, c'était comme moi et mon éventail, toi et tes bâillements, quoi. I should like to remove myself from this room. Oh, t'es pénible. Quoi, moi? Et t'as eu plein d'autres réactions. Eh ben, tout le monde se caresse. Oh, c'est bon. Non, mais c'est... C'est les seules scènes intéressantes, donc... Oui, bon, on a compris, ton mari s'est fait piquer par une abeille. We get it. Ça, c'est comme quand t'as plus de nouvelles de ton crush et qu'après, il te réécrit. C'est quand t'as été ghostée. Ah, c'est ça. You up? Ah, exactement. En fait, t'es une radicale, trop cool. Ah, et pile à ce moment-là, il y avait une petite calèche. Eh oui, puis là, à ce moment-là, il y a une petite calèche, Anaïs. Parfois, la vie est bien faite. Quand il a des difficultés avec l'odeur de Bella. Tout ça. Quoi? J'ai dit quoi? Tout ça, tu voulais dire tout à fait? Oh putain, mais ça va pas du tout. Où il joue au cricket. Croquet. C'est quoi le cricket? C'est pas pareil. D'accord. Il joue au croquet. C'est avec des battes, enfin bon bref, je sais pas comment ça expliquer le cricket, c'est du croquet. Il joue au croquet. Et c'est Jiminy Cricket ou croquet? Cricket. Ok. Et... Le chaos, c'est vraiment... Cet enregistrement, c'est chaotique. Ah, moi j'adore, tout est chaos.